Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM le 106.9 et KTV. Un invité de marque pour terminer l'année, Samuel, puisqu'on reçoit le préfet de Mayotte, Frédéric Vaux. Oui, monsieur le préfet, bonjour. Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs. Un plaisir de vous recevoir. Le directeur général des services de l'association des maires, je vais y arriver, Toilal Abdourakib, était sur ce plateau il y a quelques jours et disait « Tous les indicateurs me semblent au vert pour Mayotte en 2018 ». Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Les choses progressent. Premier élément, on a eu le résultat du recensement, une population qui progresse et en soi c'est un facteur de développement et de croissance. Je pense que sur le plan des finances locales, là aussi les choses vont évoluer. Le recensement aura des conséquences sur les dotations. Il y a un certain nombre de travaux qui sont en train d'être conduits au Parlement, en particulier sur la fiscalité locale. Donc on commence à avoir quelques éléments de base qui permettent de voir l'avenir de façon positive. Et j'ajoute qu'on a toujours à disposition les différents programmes d'investissement, contrats de plan, fonds européens. Alors, contrairement à son DGS, le président de l'association des maires, lui, est inquiet puisqu'il voit une population qui augmente plus rapidement que le niveau des dotations. Là, il l'a évoqué du bout des lèvres, mais il parlait d'immigration. Quels sont les chiffres de l'immigration en 2017 ? Si vous pouvez nous les donner, si vous les avez. Je peux vous donner les chiffres que je connais, ce sont les chiffres des éloignements. On sera en fin d'année, dans 10 jours, entre 19 et 20 000 éloignements. On est dans la moyenne des 10 dernières années. Donc ça montre qu'on continue à avoir une pression migratoire. Ensuite, sur le recensement, il a été préparé avec beaucoup plus de soin que celui de 2012. Notamment, l'INSEE a complètement associé les maires depuis de nombreux mois. À votre demande, d'ailleurs. Ça a été une démarche conjointe, effectivement. C'était aussi la démarche des maires. Et je pense que comme ça, on réduit la marge d'erreur qu'on a nécessairement dans ce type de travaux. Donc, quand on a des élus qui hurlent, ils disent non mais c'est pas possible, ma population a doublé, elle n'a pas diminué. Ça, vous ne l'entendez pas. Vous dites non, on a travaillé en concertation, les chiffres sont les bons. Je pense que les chiffres sont aussi bons qu'il est possible. Moi, ce qui me frappe dans ce recensement, c'est qu'on a une très forte croissance démographique sur Dambéni, Mamoudzou, Koungou et la Petite Terre. Et on voit bien qu'on a cette concentration qui est en train de se faire sur cette partie du territoire. Et il y a une deuxième couronne qui est en train d'apparaître à Bandrélé au sud et à Bandrabois au nord. Donc ça, c'est une tendance qui est vraiment très lourde. Et l'autre élément important, c'est qu'on était entre 2007 et 2012 à une progression de la population de 2,7% par an. Là, on est autour de 4,5%. Donc ça montre que la progression démographique s'accroît. Et donc il faut prendre en compte cette tendance pour anticiper dans les décisions d'investissement. Oui. Oui, et justement, quels sont les objectifs en ce qui concerne la lutte contre l'immigration pour 2018 ? Alors, pour la lutte contre l'immigration en 2018, on est toujours sur une posture ferme. On va continuer nos opérations de LICTER, de LICMER. On travaille aussi sur le démantèlement de filières par la voie judiciaire. Il y a quelques enquêtes intéressantes de ce point de vue-là. D'accord. À la fin du mois de janvier, je réunirai l'ensemble des services concernés par la question migratoire, des services de l'État, parce que nous avons reçu il y a peu de temps la stratégie du gouvernement pour l'année prochaine, qui était à la signature du ministre de l'Intérieur. C'est une stratégie qui est dans un équilibre fermeté, humanité. C'est un peu la logique qu'on suit ici. Et donc nous travaillerons pour décliner cette stratégie ici à Mayotte et être le plus efficace possible en mer comme à terre. D'accord. Alors, nous avons des délais très contraints. Je voudrais rester sur l'immigration, sur le recensement. On doit passer à un autre sujet qui est non moins important, le port de Longoni. En 2018, qu'est-ce qu'il sera ? Avez-vous des connaissances du rapport de la mission interministérielle ? Qu'est-ce qui va se passer ? Non, ce rapport n'est pas encore finalisé.
La question qui va se poser dès le mois de janvier, c'est que décide le département par rapport à la délégation de services publics, puisque le département avait annoncé sa dénonciation. Alors, il y a l'annonce, il y a la mise en œuvre qui répond à un processus un peu long. Ensuite, je crois qu'en 2018, il nous faut continuer à travailler, le département et l'État en appui, pour faciliter les relations entre les acteurs du port et entre les entreprises du port. Parce que là, on a un climat qui est quand même pas très bon. Délétère, j'ai envie de dire. Oui, pas très bon. Et le troisième élément pour moi, c'est la sécurité sur le port. Et il va y avoir des décisions à prendre, notamment sur le quai numéro 1. Oui, le fameux quai numéro 1 qui est en train de s'écrouler et qui présente un réel danger. Qui présente des risques et pour pouvoir aller vers la fermeture, il fallait faire des travaux pour que le quai numéro 2 puisse recevoir 2 bateaux en même temps. Les travaux sont en train de se terminer, donc on va arriver au moment de la décision. Alors pardonnez-moi, mais j'enchaîne les sujets, parce qu'ils sont tous très importants. Nous avions sur ce plateau il y a quelques instants Moussa Mohammadi Bavil, président du SIAM. Les actions pour améliorer la production d'eau potable en 2018, quelles seront-elles? On sait que le plan d'urgence est en œuvre, il y a beaucoup d'argent qui est investi. Qu'est-ce qui va se passer en 2018? Oui. Le plan d'urgence, c'est 25 millions. Il sera achevé probablement vers mai-juin 2018. Alors, il faut rappeler ce qu'il y a dans le plan d'urgence. Il y a l'extension de l'usine de dessalement de Petite Terre, il y a 7 forages supplémentaires, il y a l'interconnexion des réseaux pour pouvoir gérer l'eau sur l'ensemble de l'île et pas par partie comme on l'a connu. On a des dispositifs pour mieux remplir les retenues collinaires, donc tout ça va être fait. Nous allons continuer l'année prochaine sur ce rythme d'investissement. Il y a notamment une campagne pour identifier une dizaine de sites de forage nouveaux. L'objectif, enfin notre point de départ, 80% de la ressource en eau à Mayotte était de l'eau de surface qui venait essentiellement de la pluie et des retenues. 20% en complément forage dessalement. Après le plan d'urgence, on va passer à un équilibre de 60-40. Et l'objectif, c'est de continuer à avancer parce que ça nous donne des sécurités, notamment quand on est en phase de sécheresse. Quant au niveau des retenues collinaires existantes, êtes-vous plutôt optimiste ou vous gardez encore une phase de... Parce que je n'ai pas vu l'arrêté de restriction d'eau être levé. Oui. Le niveau des retenues, hier soir, nous étions à 52% de remplissage à Combani. Ça s'améliore. Ça doit être à peu près le double de ce que c'était l'année dernière. Sur Zoumonier, on est à 22%. Ça remonte. C'est faible, mais ça remonte. Les retenues remontent depuis 15 jours et elles ont commencé à remonter avec de l'avance par rapport aux moyennes annuelles. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Sur l'arrêté de restriction, pour l'instant, on est encore en phase de transition, donc on le maintient, mais la question va se poser, si vraiment les pluies sont enclenchées en janvier, je ne pense pas qu'on aille au-delà du mois de janvier. D'accord, parce que c'est important de le savoir. Moi, je vois des bétonnières, je vois des maisons qui se montent, des gens qui lavent leur voiture. Je leur dis non, c'est interdit. Alors, interdit. On a assoupli l'arrêté, le lavage des voitures au tuyau, ça c'est toujours interdit. En revanche, pour la construction, on a assoupli les restrictions pour permettre au BTP de travailler. D'accord. Voilà, donc arrêtez d'embêter les maçons, Samuel. Je vais arrêter, je vous le promets. Laissez-les bosser. On a eu une actualité sociale assez chargée ces derniers mois avec les rythmes scolaires. Sont-ils appelés à disparaître ou à être aménagés, ou y a-t-il des solutions qui vont être trouvées, et le ministre de l'Éducation nationale qui est annoncé viendra-t-il à Mayotte? Alors, il y a beaucoup de questions. Hein. Oui. Sur les rythmes scolaires, ce qu'a dit le ministre dès qu'il est arrivé, c'est qu'il était favorable à une adaptation, à un allègement. Reviendra-t-on au rythme 7h, 12h? À l'évidence non, puisqu'on travaille sur un système de demi-journée dans la semaine. En revanche, il y avait des situations où la pause de milieu de journée était très longue, ça pouvait être 2 heures, 2 heures et demie. On peut travailler sur la réduction de cette pause et ça suppose aussi un accompagnement des enfants. Ce sur quoi nous agissons aussi, c'est de développer la restauration scolaire en liaison avec les communes et dans le cadre du programme de rattrapage sur les constructions scolaires.
Quant au ministre de l'Éducation, vous savez qu'il a été recteur en Guyane, qu'il est très attentif à la situation des Outre-mer et sa venue fait partie des choses possibles. Alors, en parlant de venue possible, est-ce qu'on va avoir le président de la République en janvier? Alors, je vais vous donner un scoop, il ne viendra pas pour les vœux. Ça n'est pas à l'agenda. Un autre scoop, il viendra avant la fin du quinquennat, ça c'est sûr. C'est formidable. Je suis journaliste, vous me faites pas manger avec ça. Hein. Et la présence de son conseiller pour l'outre-mer ces derniers jours était une présence à la fois technique et puis pour le conseiller de découvrir Mayotte parce qu'il n'était jamais venu, mais c'était en aucun cas à ce stade ce qu'on appelle un voyage de reconnaissance. D'ailleurs il a fait le tour de Mayotte, il a rencontré beaucoup de monde, mais on n'a pas préfiguré un programme. Ouais. Donc ça sera le 13 janvier. Le 13 janvier. Non mais il avait comme une lettre de mission, monsieur Stanislas Cazel, c'était principalement l'insécurité et l'immigration. C'était de passer en revue tous les gros dossiers que nous avons ici, l'insécurité, l'immigration, c'est clair, le climat d'ensemble, comment appuyer les collectivités locales. Il est allé aussi au centre hospitalier, il est allé au service militaire d'appui, il est allé à Combani se rendre compte de l'état de la retenue de la question des eaux. Donc ça a vraiment été un balayage d'ensemble des grands sujets. Spectre très large. Vous êtes l'autorité de gestion, je rechange de sujet. Vous êtes l'autorité de gestion du fonds interrégional, Interreg, le fonds européen pour la coopération. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire ces derniers jours avec la commission mixte et la participation des élus. Est-ce que pour vous, il y a un net réchauffement des relations diplomatiques entre, j'ai envie de dire, Mayotte, la France, et Mayotte, c'est la France, et les Comores? Il y a un travail diplomatique qui a été engagé maintenant depuis 6 mois. Cette commission mixte, comme vous le dites, est importante parce que c'était la première fois que des élus mahorais étaient associés. Et sur place, ils ont vraiment été accueillis comme des invités d'honneur. Il y avait également dans la délégation le SGAR de Mayotte qui était là au titre du programme Interreg. Donc c'est important d'avoir déjà ce premier symbole et on sort quelque part de l'impasse qui aurait pu se créer au moment de la feuille de route. Alors maintenant, il faut continuer à travailler pour définir des projets de coopération. On a quelques idées dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'activité économique. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on se situe dans une logique de petits pas. On ne va pas tout régler tout de suite. On se met dans la durée. Et un rendez-vous a été pris pour le premier trimestre 2018 pour poursuivre la discussion. Et Madagascar, avec l'Interreg toujours. Madagascar, donc le déclenchement entre guillemets politique est intervenu à la fin du mois d'octobre quand je suis allé à Madagascar. Depuis, il y a eu de nouveaux contacts avec des responsables de l'administration malgache, à la fois lors d'une réunion régionale à la Réunion, ça se fait aussi très simplement par coup de fil et par échange de mails. Et je crois que c'est important parce que là, on rentre vraiment dans le concret et dans l'opérationnel. Un dossier qui est très important, les assises. Les assises qui se déroulent en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez en dire des assises? Déjà, il y a une très bonne participation des Mahorais pour la première phase, la phase de consultation pour définir les priorités. Franchement, c'est pas mal. Oui. Un chiffre, sur Internet, sur la consultation Internet, il y a quasiment 1200 réponses de Mayotte. C'est ça. Ça nous place à un des meilleurs scores de tous les Outre-mer. Nous avons eu 35 réunions d'ateliers de travail avec 700 personnes sur l'ensemble des réunions. Nous avons entamé les réunions publiques. Il y a 5 réunions qui ont eu lieu, une quarantaine de personnes à chaque fois. Alors, on fait des réunions pour les jeunes et des réunions tout public. J'ai assisté à une réunion pour les jeunes. Moi, j'ai été étonné de la maturité de leur vision des choses. Ouais. Sur cette réunion, ils nous ont dit finalement les 2 priorités, c'est la santé, c'est l'accès à l'emploi. Alors que je m'attendais à ce qu'on nous parle de culture, de loisirs, de sport. Et ouais. Ils sont vraiment sur les priorités du département. Alors, à ce stade, on a identifié un certain nombre de priorités.
C'est dans le résultat de la consultation d'ailleurs. Il y a une très grande cohérence dans ce qui nous est dit. C'est sécurité et immigration comme préalable, c'est les transports et l'aménagement du territoire, c'est une attention à l'environnement, le sujet de la jeunesse revient à de très nombreuses reprises, la création d'entreprises. Donc maintenant, notre enjeu d'ici la fin du mois de janvier, c'est de passer de la phase d'identification des grands thèmes au que faire. Qu'est-ce qu'on propose de façon concrète et opérationnelle. Et donc ça, c'est une réflexion qu'on va pousser dans les jours et les semaines qui viennent. En matière d'emploi, et c'est terminé. Ouais, c'est l'unanimité des territoires d'outre-mer. C'est la seule unanimité qu'il y ait d'ailleurs. C'est l'apprentissage et la formation professionnelle. À Mayotte, ça se dégage aussi véritablement. Pourquoi, d'après vous ? Je pense parce que c'est concret. L'apprentissage, la formation professionnelle, c'est l'apprentissage d'un métier. C'est pas une formation théorique. Et je pense que pour les jeunes et pour les familles, c'est de se dire si je pars en apprentissage sur tel ou tel métier, à la sortie, je trouve quelque chose parce que je suis formé, je suis qualifié. Et je crois que c'est important d'avancer là-dessus. Et la formation professionnelle, c'est tout l'enjeu de qualification des salariés outre-mer. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de la poser cette question. Quel message donnez-vous à la population pour participer aux assises de l'outre-mer? Est-ce que c'est vraiment important de participer? C'est important parce que, comme l'a dit la ministre et le conseiller du président l'a répété, dans les assises, on définit ce qu'on fait pour les outre-mer jusqu'à la fin du mandat. Donc jusqu'en 2022. Et une fois que les assises seront terminées, les choses seront fixées, on passera à des phases législatives et financières. Donc c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il est important que toutes les Mahoraises et tous les Mahorais nous disent ce qu'ils veulent, ce dont ils ont envie pour Mayotte. Dernière question, c'est pas moi, c'est Patrick Millan, je suis désolé. C'est la France sera-t-elle championne du monde en 2018? Alors, moi je souhaite qu'elle soit championne du monde toute catégorie et pas seulement en foot et en prélèvement obligatoire. Ça, je vais le garder, ça. Ah, moi aussi. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer beaucoup sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. C'était le